Bonjour. Alors, après le foisonnement végétal que nous avons connu au cours précédent, c'est un foisonnement qui nous a d'ailleurs permis de nous interroger non seulement sur l'enchaînement interne des épisodes et des poèmes qui apparaissent dans le Senjusho, comme c'était le cas ici avec l'épisode du moine Genshin et les idées sur l'accès des végétaux à l'état de Bouddha, mais aussi sur les liens qui peuvent être établis avec la tradition plus générale de la poésie bouddhique, et des Shakyoka en particulier, la poésie à thème bouddhique. Car si l'on admet la pertinence du rapprochement que nous avons fait avec tel poème de Genshin, qui se situe lui-même dans la lignée de Jien, qui se situe lui-même dans la lignée de Genshin, où les doctrines du Tendai se mêlent étroitement aux croyances de la terre pure d'Amida, comme dans ce poème, n'est-ce pas? Ada no hanani kokoro o shimete, ou bien komete, c'est pas kokoro o shimete nagamureba hotoke no yado ni tomo no miyatsuko, qui veut dire à peu près si l'on contemple en s'en imprégnant le cœur la fleur qui s'épanouit en vain, n'est-ce pas, de façon éphémère, eh bien, on découvre, sous-entendu, qu'elle est comme nous, n'est-ce pas, Tomo no Miyatsuko, qu'elle est comme nous, servante dans la demeure du Bouddha. Alors, Tomo no Miyatsuko, c'est comme nous, ou bien Tomo no Miyatsuko, une servante accompagnatrice, une ancilla, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle contribue à préparer notre renaissance dans la terre pure. Hotoke no Yado désigne bien sûr ici la terre pure, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que ce poème de Jien que nous avons vu la dernière fois est tout à fait dans la lignée de Genshin qui attribue le kokoro, n'est-ce pas, l'état d'être animé aux plantes et aux minéraux aussi d'ailleurs. Donc ce mélange de Tendai et de terre pure, d'amidisme de la terre pure, donc nous pouvons entrevoir à travers ce poème la profondeur de l'épisode sur la bonne renaissance des deux ermites que nous avons vu la dernière fois, qui sont en quelque sorte accompagnés par les fleurs décrites dans les poèmes. Donc les 6 voix se retrouvant chez les végétaux, qui étaient a priori exclus de ce shoji, n'est-ce pas, de cycle des renaissances dans la doctrine bouddhique orthodoxe. Si je puis me permettre de faire une très brève digression, j'aurai l'occasion de reparler de ce thème dans ce dialogue que je ferai le 17 mars prochain, jeudi prochain, avec le professeur Kato Masayoshi de Hosei, n'est-ce pas? Et que vous voyez, traduction et exégèse des poèmes japonais à thème bouddhique, où je reprendrai à la fois les poèmes tels que Kinto les a utilisés, comme nous avons vu l'an dernier dans son Wakando Eshu, et cet épisode-ci. Alors, nous abordons donc aujourd'hui le 8e et avant-dernier livre, dont j'étais déjà dit qu'il était le plus long du recueil, avec pas moins de 35 épisodes. Enfin, long par le nombre d'épisodes, mais en réalité, les épisodes sont très courts, si bien qu'il n'y a pas tellement de changements en quantité. Et comme je vous l'ai dit aussi, il contient 26 poèmes japonais, ce qui en fait aussi le livre le plus riche en poèmes japonais. Cela est normal, donc ce nombre de 26 est normal, puisqu'il y a 35 épisodes, et ça fait, vous voyez qu'il y a quand même moins d'un poème par épisode, et certains épisodes ont 2 poèmes. Bien. Ce qui est remarquable, en revanche, c'est que ce 8e livre ne contienne pas moins de 14 ou 13, selon la façon de compter, j'en reparlerai un peu, donc 13 ou 14 poèmes en sino-japonais, des kanji, qui sont soit donnés intégralement, soit donnés sous forme de citations partielles. Et en cela, ce 8e livre est tout à fait singulier dans l'ensemble du recueil, bien que nous ayons vu que l'on y trouve parfois des citations en chinois classique. Vous vous souvenez de la citation scolastique, n'est-ce pas, qui est donnée par un dieu. Et
il y a aussi, enfin bon, je n'entre pas dans les détails, il y a aussi un poème qui est cité, mais de façon tout à fait détournée, un kanji, donc un poème sino-japonais qui est cité de façon détournée, on n'est pas obligé de le mettre dans le conte. Alors, il est bien évident que cette singularité du 8e livre n'est pas dépourvue de sens. Elle vient s'ajouter au rôle fondamental que joue la poésie japonaise dans le Senjusho, dont nous avons vu qu'elle ne constitue en rien un simple ordonnement littéraire, mais qu'elle accompagne les grands retournements spirituels des pratiquants, qui sont les protagonistes de chaque épisode. Maniés par les religieux, moines, ou bien les hijiri, n'est-ce pas, les moines qui sont un peu plus que des moines, des thaumaturges, de saints hommes dotés de pouvoirs surnaturels. Donc, ces poèmes sont maniés par les religieux ou par les dieux qui se révèlent à travers eux. Et ils sont donc le média ordinaire du surnaturel. Média avec un T, n'est-ce pas? Nous pourrions presque aller jusqu'à dire que leur qualité littéraire, qui est certes indiscutable dans ce recueil, du moins du point de vue de la tradition japonaise, puisque la plupart des pièces que nous avons vues, vous vous en souvenez, et nous le verrons encore, bien qu'elles soient souvent détournées de leur véritable auteur, et cela aussi, ça va se répéter ici, donc la plupart de ces pièces proviennent de sources pleinement reconnues des lettrés. Et donc leurs qualités littéraires sont ici secondaires en comparaison de leur efficacité salvifique. Ou nous dirons plutôt que c'est parce qu'il s'agit le plus souvent de pièces connues et reconnues de tous, du moins du public lettré à qui s'adressent ces récits, puisqu'ils n'ont pas de caractère vraiment populaire, peut-on penser. Donc c'est par cela que le compilateur, c'est à cause de ça que le compilateur a choisi de les reprendre pour les détourner de leur sens premier. Ici encore, il convient de prendre garde à ne pas provoquer de malentendus en parlant de détournement. Il ne s'agit pas, nous le savons bien désormais, dans la perspective bouddhique japonaise, d'insuffler à ces poèmes un sens qui n'y était pas, mais de découvrir sous le sens premier, le sens superficiel ou phénoménal, c'est-à-dire le sens vulgaire, zoku, n'est-ce pas? Il faut découvrir sous ce sens vulgaire, donc le sens apparent, le sens véritable, authentique, shin, makoto, qui s'y cache. C'est évidemment la dialectique des deux vérités, nitai. Cette dialectique des deux vérités dans le waka est bien établie à l'époque du Senjusho, puisque nous l'avons rencontrée explicitement formulée par Jien, encore et toujours lui, n'est-ce pas? Jien, donc, qui est mort en 1225, c'est-à-dire peut-être un quart de siècle avant la date limite de la compilation du Senjusho. Et cette expression est bien formulée dans une préface qu'il avait écrite à un recueil poétique. Il s'agit bel et bien, en replaçant ces poèmes dans un contexte surnaturel ou salvifique, de leur conférer leur sens réel en une véritable herméneutique de la délivrance. Cela est conforme à la pensée de Jien, et cela s'inscrit pleinement dans l'idée qui a fait son apparition. Je veux dire qu'il fait de façon explicite, car nous avons vu il y a 2 ans qu'il était sans doute possible en germe dans le traité de Kukai sur le sens des phonèmes, des graphèmes et de l'aspect réel, n'est-ce pas? Le shoji jissogi, je ne reviens pas là-dessus. Donc, c'est cette idée selon laquelle les waka, c'est ce qui est donné ici, les waka sont des dharani, n'est-ce pas, des dharani ou des mantras. Vous savez que Kukai emploie le terme de ce qu'il lit mandara, mais qui est mantra, n'est-ce pas, au sens de dharani aussi. Et de même que l'on trouve cette idée dans le Shasekishu, le recueil de sable et de pierre, qui est seulement très légèrement postérieur au Senjusho. Donc là encore, le rapport entre la poésie japonaise, toute poésie japonaise, je le répète, et pas seulement la poésie à thème bouddhique, est explicitement formulé par Jien. Je vous donne très rapidement 3 citations, n'est-ce pas? On les a déjà vues, mais je vous les donne encore une fois comme indication générale pour la façon dont il convient de lire ces poèmes. Donc, c'est encore une fois explicitement formulé dans ces 3 débuts de citation. La première, n'est-ce pas? Wayakuni no kotowaza nareba, et vous vous souvenez de kotowaza, que je vous invite à prendre dans le sens vraiment d'acte de langue, n'est-ce pas? Puis, j'ai traduit par mode d'expression, mais c'est plus que cela. C'est vraiment ce qui caractérise le fuzoku, n'est-ce pas?
l'atmosphère générale, l'ambiance culturelle, les mœurs, n'est-ce pas? Maintenant, c'est un mot, dans le sens moderne, ça veut dire les mœurs, mais à l'époque de Jian et de la fin de Heian, il est constamment employé dans les comparaisons que l'on fait entre la Chine et le Japon pour désigner toute la culture. Donc, puisqu'il s'agit du mode, la première, puisqu'il s'agit du mode d'expression de notre pays, c'est par la seule voie de la poésie, tada utano michinite, la seule voie de la poésie, c'est-à-dire de la poésie japonaise, n'est-ce pas, que doit pouvoir se réaliser la voie de Bouddha. Et de même, il parle un peu plus loin de ceux qui estiment, n'est-ce pas, de ceux qui estiment la voie, que la voie des poèmes est telle que nous la disons, et qui formeront le vœu de renoncer au tumulte. Alors, s'il y a des gens qui estiment que la voie de la poésie utanomichi, encore une fois, vous voyez le même mot utanomichi, qui est vraiment utanomichi que l'on lit kado en lecture sino-japonaise, n'est-ce pas, et délié en utanomichi. Donc, si la voie de la poésie est telle que nous la disons, n'est-ce pas, ceux qui estiment que ils formeront l'idée de renoncer au tumulte du monde, Kido Sutsu, Tomo Omobeshi, vous voyez ensuite Seisho ou bien Josho Negao Koto Mo Omoinashi, Omoinashi, Butsudo Iruto Mo Omoinashi, etc. Donc, ils formeront l'idée de renoncer au tumulte du monde, l'idée d'aspirer aux endroits tranquilles et désertiques, l'idée d'entrer dans la voie de Bouddha. Vous voyez que vous avez Utanomichi et Butsudo en parallèle. Et il parle aussi de la volonté d'entrer dans la voie de Bouddha, Hotoke no Michi e Iranto Kokorozashite, par les feuilles des mots de notre pays, Wayakuni no Koto no Hai Yori, à travers. Donc, vous voyez bien que cette idée est présente explicitement chez Jien, le passage tsu, n'est-ce pas, on retrouve dans une autre préface de Shunzei, je ne vous en parle pas ici, le mot tsuzu, n'est-ce pas, qui communique avec. Donc, le butsudo et kado sont tout à fait de même dimension. Et donc, il faut répéter que l'identité entre voie de la poésie et voie bouddhique, une identité qui est exprimée dans une formule très connue, mais qui est bien plus tardive, puisqu'elle est de Shinke, vous voyez, je vous donne les dates ici, c'est le XVe siècle, le Kado Butsudo Ichinyokan, c'est-à-dire que donc, Utanomichi to Hotokenomichi wa Ichinyo, elles forment une seule identité, l'idée selon laquelle, ou la contemplation, puisque c'est aussi un objet de méditation, selon la contemplation qui a pour objet l'identité de la voie de la poésie et de la voie de Bouddha. Bon, c'est une expression tardive, mais vous voyez qu'elle est parfaitement en germe dans ces idées de Jien ici. Donc nous sommes autour de 1200. Il est ainsi tout à fait certain que c'est la langue japonaise qui joue le rôle principal dans cette économie du salut, qui est un salut langagier. La langue chinoise, qui est avant tout l'écriture chinoise, ne se voit pas attribuer d'efficacité particulière, du moins dans les textes qui nous concernent. Cette efficacité n'est en tout cas pas insérée dans une structure théorique plus vaste qui est celle qui, en se fondant sur les idées de Kukai, se développeront chez Jien à propos d'une relation particulière entre langue et écriture japonaise et langue et écriture indienne. Vous vous souvenez, nous avions étudié ce passage de Jien où il fait vraiment une comparaison précise sur des mots et sur des façons d'écrire entre les bonji, donc l'écriture indienne, l'écriture brahmique, et les kana japonais, par-dessus les caractères chinois. Donc, en quelque sorte, les caractères chinois et la langue chinoise se trouvent en deçà de l'efficacité salvifique. Donc, dans les cadres de ces idées, telles que nous les rappelons sommairement ici, l'omniprésence des poèmes japonais dans le Senjusho se comprend sans peine. Et c'est bien dans cette perspective que nous les lisons et tentons de les comprendre. Et bien évidemment, l'enchaînement de vers et de poèmes sino-japonais qui caractérise ce livre 8 nous paraît on ne peut plus incongru, si nous nous plaçons encore dans l'économie langagière du salut mentionnée plus haut. Quel sens cela a-t-il ? Si nous considérons tout d'abord l'enchaînement des épisodes de ce 8e livre,
Nous remarquerons un détail aussi concret qu'intéressant. Les 9 premiers épisodes présentent tous des citations de poèmes sino-japonais. Et ils constituent de façon tout à fait linéaire la grande majorité des 13 poèmes de style chinois de ce livre, des kanji. À l'exception du poème cité dans le 9e épisode, qui ne nous retiendra pas, malheureusement, ces 8 citations ont toutes un point en commun, ces citations chinoises, sino-japonaises. Les pièces sont toutes incluses dans le Wakan Doeshu, les poèmes japonais et chinois dignes d'être récités, un recueil daté des environs de 1013 qui a fait l'objet du cours de l'an dernier. Après le 9e épisode, qui cite un poème sino-japonais qui est inclus cette fois dans une autre anthologie qui s'appelle Honcho Monzui, n'est-ce pas, que je traduis par l'essence littéraire de notre pays, la sélection littéraire de notre pays, anthologie qui date, elle, de la seconde moitié du même XIe siècle, nous parvenons au 10e épisode, qui constitue une très nette rupture avec les 9 qui précèdent, en ce que, précisément, il ne comporte pas de vers de style chinois, mais brusquement, et pour la première fois dans cet enchaînement, un waka, un poème japonais. Il en sera ainsi, de la présence d'un waka, de tous les épisodes suivants, jusqu'au 25e, qui donne 2 vers sino-japonais, encore une fois tirés du Wakan Doeshu, mais donnés en yomikudashi, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas comme un bloc de caractères chinois, mais ils sont déliés en japonais. Et on en trouve encore au 27e, où se trouve aussi une citation du même Wakan Doeshu. Tout cela pourrait sembler anodin, voire n'être que le fruit du hasard de la compilation, n'était que le personnage qui est au centre de ce 10e épisode, donc l'épisode qui fait la rupture avec les poèmes sino-japonais qui précèdent, n'est autre que Fujiwara no Kinto. Vous verrez les kanji dans le texte que je vous donnerai tout à l'heure. Donc Fujiwara no Kinto, dont je rappelle les dates, 966-1041, 150 ans donc à peu près avant Saigyo, qui n'est autre que le compilateur du Wakan Doeshu. Ceux qui étaient là l'an dernier s'en souviennent. Non seulement cela, mais on se rappellera aussi que dans l'épisode que nous avions estimé receler une idée fondamentale du rédacteur du Senjusho sur l'efficacité concrète de la langue japonaise, cet épisode donc où l'on voyait que le japonais permettait de créer des hommes à partir de débris humains, c'est-à-dire le 15e épisode du 5e livre, le courtisan qui avait réussi son opération se réclamait de l'école de Kinto, Shijo no Dainagon no Ryu, n'est-ce pas ? Il se réclamait de la tradition du grand conseiller de la 4e avenue, qui est le surnom par lequel Kinto est connu dans l'histoire. Ainsi, nous pouvons dire que Kinto faisait déjà alors une sorte de cameo appearance, n'est-ce pas, comme on dirait au cinéma, dans le 5e livre. Mais c'est dans ce livre-ci, le 8e, où il n'y a pas moins de 4 épisodes qui lui sont consacrés, 4 épisodes dans lesquels les wakas sont représentés, et d'ailleurs nous verrons ce qu'il en est pour le dernier des 4. Donc c'est dans ce livre-ci que Kinto, donc un livre qui baigne dans le Wakan Doeshu, et où l'on retrouve Kinto à 4 reprises. Et de plus, comme nous venons de le dire, c'est la première apparition de Kinto, si l'on oublie cette cameo appearance, c'est pas, du 5e livre qui n'est qu'une allusion, l'apparition de Kinto annonce en même temps l'apparition des waka dans ce livre, n'est-ce pas, qui supplante dès lors dans l'enchaînement les poèmes de style chinois, alors qu'il reste encore 15 épisodes. C'est dans ces épisodes où il n'y aura plus que 3 citations poétiques sino-japonaises que seront données les 26 waka. Il est donc clair que l'apparition de Kinto joue ici le rôle d'un signal de changement langagier, une sorte de catalyseur. Or, dans l'économie du Senjusho, il faut le répéter, rien ne vient justifier l'apparition de ces poèmes sino-japonais, relevant presque tous de la sélection qu'en présente le Roeshu, le Wakan Doeshu. La seule justification que nous pouvons leur découvrir est qu'ils introduisent dans leur enchaînement des 8 épisodes l'entrée en scène de Kinto.
Nous allons donc, il semble évident que c'est indispensable, examiner plus précisément cette suite de 4 épisodes, heureusement fort courts, ce qui nous permettra de les aborder tous. Voyons tout d'abord ce 10e épisode, qui est le premier donc, à avoir Quinto comme protagoniste. Nous verrons dans cet épisode et dans les autres que l'atmosphère est très différente de tout ce que nous avons vu jusqu'ici dans le Senjusho. L'épisode est fort bref, comme la plupart des 35 qui forment ce livre, et il est concentré sur un seul événement, ce qui les différencie également de ceux que nous avons vus jusqu'à présent. Dans ces 35 épisodes, en effet, il y a, alors que nous avons vu que parfois des enchaînements qui relevaient quasiment du roman picaresque médiéval japonais, n'est-ce pas ? Ici, c'est toujours, enfin la plupart du temps, un seul épisode significatif qui donne le prétexte au poème chinois ou japonais. Alors, la description est concise et précise. Je ne vous donne pas le texte japonais, je vous donne simplement le texte du poème. Voilà. Le grand conseiller de la 4e avenue, donc Quinto, ayant dépassé d'un degré hiérarchique Ikkai, le conseiller médian Tadanobu, je crois que vous l'avez ici, n'est-ce pas, Fujiwara Tadanobu, 967-1035, donc contemporain de Quinto. Donc, l'ayant dépassé à l'occasion d'une cérémonie de kagura, n'est-ce pas, de danse religieuse où sont récités aussi des poèmes. Donc, il avait été mis en préséance par rapport à Quinto et oui, donc. Oui, c'est une vieille querelle, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'auparavant, Tadanobu avait eu la préséance sur Quinto lors d'une cérémonie de Kagura, si bien que l'année suivante, ou lors de la grande cérémonie qui avait suivi, il est mis au-delà de Tadanobu. Je vous rappellerai tout ça tout à l'heure. Donc, il composa alors ce poème. Voici le poème. Ureshisao mukashi wa sode ni tsumi keri, koyoi wa minimo amari nurukana. Alors, c'est une allusion à un poème antérieur sur lequel je ne reviens pas. C'est pour ça que la première partie constitue une allusion poétique. Alors que jadis, en ma manche, je contenais mon allégresse. Aussi, c'est une allusion au poème. Donc, alors que certains, jadis, en leur manche, contenaient leur allégresse. C'est pas, ils cachaient leur allégresse. Donc, alors que jadis, en ma manche, je contenais mon allégresse, cette nuit, ô combien, elle déborde de mon corps. Ou elle déborde de mon corps, si l'on veut. Elle déborde de mon corps. Nous n'avons pas à entrer dans les détails de cette rivalité qui nous paraît fort mesquine. Le texte nous apprend qu'elle remontait à quelque temps auparavant, lorsque Tadanobu avait eu la préséance sur Quinto lors d'une cérémonie de danse rituelle, Mikagura no Koto. Celui-ci, qui avait encore le grade de conseiller médian, avait même présenté sa lettre de démission. L'empereur la refusa, et par l'intermédiaire d'un autre grand lettré, Oe no Masafusa, que je vous présente ici, n'est-ce pas, le petit-fils de Oe no Masahira, il lui fit franchir l'échelon manquant à son bonheur. Le commentateur de l'épisode, dans lequel on a du mal à reconnaître le Saigyo qui admirait les ascètes contempteurs de la société les plus extravagants, s'extasie à présent sur la joie du promu, joie qui déborde de son corps, comme il le répète. Le commentateur, le pseudo-Saigyo, répète quasiment mot pour mot, et ça se retrouve assez systématiquement dans ce 8e livre, Minyamaru made omoitamai keru nameri. Vous voyez, ce sont quasiment les mots du poème. Le point important de ce récit, cependant, n'est pas tant ce cas heureusement résolu de Jukai, n'est-ce pas ? Le Jukai que je pourrais traduire par le ressentiment administratif. C'est un thème qui est maintenant étudié par un brillant doctorant, Julien Faury, qui travaille donc sur les poèmes sino-japonais et japonais exprimant le mécontentement dans la carrière administrative. Nous avons ici un beau cas. Alors, mais le point important, donc, ce n'est pas cette idée du jukai, que la provenance même du poème.
Il est en effet consigné, ça ne va pas vous étonner, dans le Wakan Roeshu, sous la rubrique des congratulations, Keiga. Ce fait nous confirme que la succession des citations sino-japonaises était intentionnelle, bon, on s'en doutait, mais est préparée de la même façon que dans le Wakan Roeshu, les poèmes chinois et japonais, de la même façon que dans le Wakan Roeshu, les poèmes chinois et sino-japonais débouchaient sur des wakas qui formaient la synthèse et la conclusion des rubriques. Ici aussi, nous avons d'abord les poèmes chino-japonais et ensuite les poèmes japonais qui apparaissent à partir de ce 10e épisode où Kinto, le compilateur du Wakan Roeshu, je le répète, est au centre. La différence est ici que les waka seront plus nombreux que les kanji, que les poèmes sino-japonais. L'épisode suivant, le 11e, est encore centré sur Kinto, toujours dans la même perspective d'avancement hiérarchique. La joie irrépressible de Kinto à sa promotion est tempérée par le souvenir de son père. C'est donc le 11e épisode qui prolonge le 10e. Et de son oncle, qui furent d'illustres personnages parvenus au sommet du cursus honorum. Ils ont tous été Kampaku, n'est-ce pas? Alors, le poème qui lui est attribué décrit cette tristesse. Ceux dont je me dis, si seulement ils étaient encore de ce monde. Yononaka ni aramashikaba to omoushito. Ceux dont je me dis, si seulement ils étaient encore de ce monde. Combien, hélas, nombreux ils sont devenus. Naki wa okumo nari nikeru kana. Il est difficile, si je puis me permettre, de faire poème plus terne, surtout en comparaison de ceux que nous avons vus dans les épisodes à caractère plus religieux. Il est attribué à un poète qui ne nous retiendra pas ici dans une autre anthologie, mais dans le Wakan Roeshu, il est sans nom d'auteur, comme celui qui précédait. Et vous voyez qu'à chaque fois, donc, le compilateur de Senjusho attribue à Kinto des poèmes qui ne lui sont pas attribués formellement. Donc, mis à part ce que l'on pourrait mettre dans une banale interprétation de l'impermanence, n'est-ce pas, évidemment, ça parle de Mujo, mais il est difficile de trouver des profondeurs cachées à ce poème. Et pourtant, il fait son effet, si l'on en croit le narrateur, puisque la dame Nakatsukasa, la grande poétesse Nakatsukasa qui vit qui traverse le Xe siècle, je dirais, et qui est la fille de la poétesse, une autre poétesse illustre qui est la poétesse Issei, que nous allons voir à la fin de ce cours. Donc, la dame de Nakatsukasa, l'ayant entendu déclamer ce poème, s'effondra en larmes sur sa table de travail. Alors, n'entrons pas dans les discussions de comptabilité chronologique entre les différents protagonistes, ni même dans l'attribution du poème. Toujours est-il qu'ici encore, nous avons affaire à un poème inclus dans le Wakan Roeshu sous la rubrique Nostalgie, Kaikyu, Furukio, Hidaku. Et ici encore, nous n'avons qu'un bref commentaire, se contentant de répéter le message déjà peu mémorable du poème. Malgré ce caractère très discret du message poétique ici déployé, et encore plus discrète la tonalité religieuse, nous ne pouvons qu'être frappés par le fait que les deux poèmes attribués à Kinto proviennent de son propre recueil poétique, le Wakan Roeshu. L'étonnement s'estompe lorsque l'on constate que les deux épisodes suivants, les 12 et 13, dont les protagonistes ne sont plus Kinto, sont également inclus dans les poèmes qui sont donnés, sont également inclus dans le Wakan Roeshu. De même pour le 14. Et nous arrivons ainsi au 15e épisode, dont le protagoniste est une fois de plus Kinto. Cette fois, il figure dans le titre, alors que dans les épisodes 10 et 11, les titres manquaient. Ici, nous avons vraiment Kinto. Alors, je vous donne... voici ce 15e épisode, vous voyez, Kinto Ke no Koto, avec Uta. Et l'épisode est important en ce qu'il éclaire l'origine d'un poème relativement mystérieux, celui qui clôt précisément le Wakan Roeshu, c'est le dernier poème, vous vous en souvenez, nous l'avons vu l'an dernier. Nous ne revenons pas sur le caractère peu déchiffrable du titre de la dernière rubrique du Wakan Roeshu. Vous vous souvenez que c'était Haku, Shido, c'est-à-dire le blanc, dont le sens le plus probable
était que ça faisait allusion au nom de Hakkyoi, n'est-ce pas, le Po Chui, le poète chinois, qui était l'axe central de tout le Wakan Doeshu. Donc, dans le Wakan Doeshu, l'unique waka de conclusion, il n'y en avait qu'un seul, après 5 citations chinoises et sino-japonaises sur le blanc, la blancheur, était celui-ci. Donner son nom d'auteur non plus, comme les deux précédents. Mais là, les chances sont très fortes que ce soit Quinto qui l'ait fait pour trouver justement une conclusion à une rubrique qui était peu ordinaire. Je me permets de la traduire. Alors, ça, c'est la version du Wakan Doeshu. Excusez-moi, comme vous le voyez, il y a une faute. C'est Shirake Tarutoshi. Shirake Tarutoshi et pas Shirake Te Tarutoshi. Il y a un T que vous devez. Ça fait un J à mal. Shirake Tarutoshi. Donc, blanc sur blanc. Je traduis un peu. Blanc sur blanc. En ces années où j'ai blanchi, à la clarté de la lune me frayant dans la neige un chemin pour cueillir une ramille de fleurs de prunier. Shirashi, Shirake Tarutoshi, Tsukikage ni yuki, alors, yuki kakiwakete, mume no hana oru. Le poème donné ici, que vous avez au début de la seconde page, vous voyez Shirashirashi, Shiraketaru yo no tsukikage. Donc, le poème comporte une très légère variante au second vers que nous pourrions donc traduire par une nuit blafarde, si vous voulez. Encore que le Shiraketaro peut se rapporter aussi à Tsukikage. Donc la narration se charge de donner un contexte à un poème qui n'avait jusqu'alors que celui de sa rubrique pour toute justification. Tout le monde s'accorde à penser que ce dernier poème de Wakan Doeshu a été compilé entièrement pour donner un waka de conclusion. Et voici alors je vous invite à lire en même temps que je traduis. Autrefois, vers la fin du règne de l'empereur Murakami, donc qui a régné entre 946 et 967, vers le début du 2e mois, alors que la neige était tombée en abondance, la lune était d'une singulière splendeur. Vous voyez, Tsukikotoni akakute, akashi, qui ne veut pas dire rouge ici, mais splendide, resplendissant, et le même adjectif à se retrouver un peu plus tard. La lune était donc d'une singulière splendeur, et à l'aube, bien alors que nous ne fussions pas au palais du roi de Liang, la neige emplissait l'horizon, et sans même monter au pavillon du duc de Yu, la lune éclairait sur 1000 lieues. Je ne sais pas si je vous en parle un peu plus loin, mais ce sont simplement donc, encore une fois c'est remarquable, ce sont deux allusions, vous le comprenez bien, à des poèmes chinois qui sont insérés dans la narration pour en relever la tonalité littéraire selon la mode du temps. Et ça fait allusion à deux poèmes chinois, mais ces deux poèmes chinois sont cités, bien évidemment, dans le Wakan Doeshu. Vous voyez qu'il y a un sous-texte qui rappelle toujours le Wakan Doeshu. Je ne peux malheureusement pas vous en donner toutes les allusions telles que nous les voyons, dont nous les verrons dans d'autres textes aussi, mais il y a constamment des petits fragments de vers, sino-japonais ou japonais, dans la narration du Senjusho de ce livre, qui rappellent des vers du Wakan Doeshu. Donc il est vraiment en bruit de fond, n'est-ce pas? Donc, bien que nous ne fussions pas au palais du roi de Liang, la neige emplissait l'horizon, et sans même monter au pavillon du duc de Yu, la lune éclairait sur 1000 lieues. Donc ça voulait dire la neige emplissait l'horizon, la neige était partout, et la lune éclairait cette neige. On avait l'impression que les fleurs à chaque arbre s'étaient épanouies. Là aussi, c'est une allusion à un vers. Et il était un waka cette fois. Il était bien difficile de distinguer lesquelles étaient fleurs de prunier et non la neige, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est Izureo Mumeto Wakingataki.
Aussi, l'empereur, sous-entendu, enfin les honorifiques le montrent, convoqua-t-il le conseiller médian Kinto, il était encore Chu, Nagon, n'est-ce pas, à l'époque, et lui ordonna d'aller cueillir des fleurs de prunier. Un peu plus tard, celui-ci revint, apportant une ramille, sous-entendu, qu'il avait cueillie sans épousseter la neige qui était sur les fleurs, sous-entendu. Et l'empereur, lui ayant demandé, alors, n'est-ce pas, la question, Ikaga omoitsudu, lui ayant demandé quelle était l'idée qui l'avait poussé à agir ainsi, quelle était la pensée, à quoi avait-il pensé en faisant ainsi, il répondit que ce poème lui était venu à l'esprit, et donc il nous donne le poème sur la blancheur. Donc vous voyez que ce shidashi, le blanc sur blanc, c'est la neige et les fleurs de prunier ensemble, n'est-ce pas? Et la narration reprend sur la réaction de l'empereur. Il l'apprécia grandement. Alors là, ce Medetaki, les formations avec Medeta, n'est-ce pas, reviennent constamment dans le Senjusho en général. À chaque fois, il faut le traduire un peu différemment. Je me permets, de façon un peu ironique, de traduire le Eidio que vous avez ici par « Il l'apprécia grandement et en fut majestueusement ému, allant jusqu'à daigner en faire l'éloge. Ce qui fit que Kinto, en sa présence même, n'est-ce pas, il y a quelque part Zanishite, oui, Zanité, en sa présence même, ce qui ne se fait pas, s'oublia au point de laisser couler ses larmes, au point que Sa Majesté aussi ne put retenir les siennes. Le narrateur, le pseudo-Saigyo, donc, restant en cela fidèle à sa manière, répète exactement la même chose en guise de commentaire. Parce que Kinto, confus de gratitude au jugement du souverain, trempa sa manche de larmes. Alors, je n'insiste pas sur les expressions avec Shiboru, n'est-ce pas? Donc, Shiboru, c'est comment tordre sa manche mouillée de larmes. Donc, et vous avez Shibori Kanete, donc c'est tellement trempé de larmes qu'il n'arrive plus à la tordre, n'est-ce pas? Donc, alors, parce que Kinto, confus de gratitude au jugement du souverain, trempa sa manche de larmes, l'empereur en retour, mesurant l'émotion poétique du conseiller médian, humecta aussi sa manche, ce qui nous rend à notre tour confus de gratitude. Comme je comprends bien que chaque fois que le grand conseiller de la 4e avenue disait alors, Konoyo no moide wa kore ni haberi, cela est le souvenir que je garderai de ce monde. Il ne pouvait laisser sécher sa manche. En ces temps de la fin, nous n'aurons plus jamais de tels faits exemplaires. Tameshi. Sue no yoniwa. Comme on peut le voir, cet épisode qui a pour personnage principal Kinto est remarquablement dépourvu de tout motif religieux, tout comme les précédents. Il est comme les autres, situé dans le cadre de la vie de cour, et l'émotion qui étreint le poète courtisan est difficilement comparable à celle qui empoignait le narrateur au spectacle des morts édifiantes des saints ermites. On peut même trouver incongru de parler de Suenoyo, Masse, n'est-ce pas, les temps de la fin, à ce sujet, comme si l'épisode relevait de la transmission de la loi correcte du Bouddha. Cela implique, n'est-ce pas, que nous étions avant dans une période de shobo, de zoho, c'est-à-dire de loi correcte ou de la loi de semblance. Et puis, donc, cet épisode impérial est comparé à une révélation bouddhique, tameshi, n'est-ce pas? Tameshi qui veut dire aussi, dans les textes religieux, une manifestation divine ou une preuve divine de la validité de telle ou telle affirmation. Alors, où est-ce bien l'intention réelle du narrateur commentateur, du pseudo-Saigyo, qui égalerait cette harmonie entre le souverain et le courtisan à celle qui se noue entre le Bouddha, Amida et son fidèle? Cela serait certainement aller trop loin dans la surinterprétation, d'autant plus que dans le livre 8, les commentaires du narrateur, qui sont le plus souvent de brefs cris d'admiration, sont presque systématiquement dénués de toute nuance religieuse, sauf dans les 2 derniers épisodes que nous ne verrons pas aujourd'hui.
L'intérêt de cet épisode est donc de donner un contexte au poème final du Wakan no Eshu, qui reste quelque peu énigmatique et qui, soulignons-le, ne comporte pas de nom d'auteur. Le compilateur du Senjusho reste donc fidèle à sa méthode de détournement, encore qu'ici, le poème est généralement considéré comme ayant bien Kinto pour auteur. Après ce 15e épisode, le plus explicitement centré sur Kinto, donc, nous avons un enchaînement de 11 épisodes qui vont jusqu'au 27e. Et tous, hormis le 22e, sur lequel nous reviendrons en dernier, ont pour centre des waka qui sont cités dans le Wakan no Eshu, donc des poèmes japonais. Il se confirme une nouvelle fois ainsi que ce livre 8 imite la structure du recueil, en commençant par des citations de poèmes de style chinois, puis en poursuivant avec des poèmes japonais. Nous arrivons ainsi jusqu'au 27e épisode, dont l'intitulé est le titre couramment attribué à Kinto de grand conseiller de la 4e avenue, n'est-ce pas, Shijo Dainagon. Voyons-le très rapidement, afin de faire le tour complet des épisodes mentionnant Kinto. Nous allons voir que le titre est quelque peu trompeur et que l'on pourrait lui préférer celui d'une autre version, qui est celui-ci, n'est-ce pas, l'apparition d'un démon devant le grand conseiller Tsunenobu, Tsunenobu Dainagon no Mae ni Kishin no Shutsugen Zuru Koto, ou bien Tsunenobu Dainagon no Yobutsu no Koto. Donc, l'apparition d'un démon devant le grand conseiller Tsunenobu, ou bien le fantôme apparu au grand conseiller Tsunenobu. Malheureusement, j'avais trouvé des illustrations de cet épisode qui est assez richement illustré dans la tradition suivante, à l'époque d'Edo, mais je n'ai pas pu les remettre ici. Je suis désolé. Donc, l'intervention de Kinto est très indirecte, vous allez le voir, et le personnage principal est bien Tsunenobu. Voici le texte que je vous donne. Du temps où le ministre grand conseiller Sochi no Dainagon, Tsunenobu, demeurait au-delà de la 8e avenue, vers le 9e mois, il contemplait la lune qui était alors resplendissante. Vous voyez que vous avez Akari Keruni. Akakari Keruni. Comme il entendait le faible écho d'un maillet de foulon, kinuta, l'espèce de maillet de bois sur lequel on foulait les tissus, et une façon de nettoyer aussi les riches vêtements, les vêtements de soie précieuse. Donc, en entendant ce faible écho d'un kinuta, il récita le poème du grand conseiller de la 4e avenue. Voilà l'intervention de Kinto. Ce poème étant, voilà, celui-ci, n'est-ce pas? Karakoromo, utsukoe kikeba, tsuki kiyomi, mada nenu shito o sora ni shirukana. Le jeu de mots sur Sorani, n'est-ce pas? Je crois reconnaître, il me semble le reconnaître sans en être sûr, et puis Sorani, c'est aussi le ciel, n'est-ce pas? Qui, bien sûr, qui fait pendant à Tsuki. Tsuki kiyomi, le suffixe mi qui est un suffixe de causalité que l'on met aux adjectifs, n'est-ce pas? Alors voilà à peu près. Au son du maillet, frappant le riche habit, à la pure clarté de lune, je sais sans le savoir. Alors, au son du maillet frappant le riche habit, à la pure clarté de lune, je sais sans le savoir qu'elle ne dort pas encore. Comment j'ai traduit cela? Donc, entendant ceci, c'est alors que d'un bosquet, senzai, vous voyez la partie plantée du jardin, quelque chose, je traduis vous avez ici, vous avez mono adi, n'est-ce pas? Dans la Vulgate, on dirait negotium, n'est-ce pas? Le mono, une chose effrayante. Donc, c'est alors que d'un bosquet, quelque chose d'une voix effrayante se mit à réciter haut et fort, et nous avons ici deux vers d'un poème en sino-japonais dont vous avez la lecture en bas ici, n'est-ce pas? Donc, Hokuto no Hoshi no Mae, Ryogan Yokotao.
Ensuite, Nando no Tsuki no Moto, Kan'i o Utsu. Donc, cette voix monstrueuse récite un fragment de poème sino-japonais. Les oies migratrices se dessinent sur les étoiles de la grande ours. On bat les vêtements d'hiver sous la lune de la tour du sud. C'est un poème attribué à un poète. C'est un poème d'un poète chinois qui s'appelle Liu Yuanshu, qui date de l'époque des Tang et qui n'a qu'un seul poème cité dans le Wakan no Ishu. Se demandant qui pouvait avoir une voix aussi formidable, il regarda avec surprise. C'était un être, alors je traduis tant bien que mal par des termes français, n'est-ce pas? Enfin, il est très grand. C'est un être d'une toise et 5 ou 6 pieds de taille, dont les cheveux poussaient à l'envers, ce qui est caractéristique des Oni, des démons. Qu'est-ce que cela? Grand Bodhisattva Hachiman, vous voyez, Hachiman Daibosatsu. Viens-moi en aide, s'écrie-t-il. Alors qu'il priait ainsi, l'être lui dit: pourquoi dois-tu prononcer des malédictions? Tatari o nasbeki, donc ce juron, cette invocation plutôt shinto-bouddhique, Hachiman Daibosatsu, est perçue comme une malédiction par le démon, et il disparut comme effacé. Kaki kechi usehabelinu. Kaki kechi usehabelinu. Vous voyez la suite des trois mots qui décrivent l'effacement. Tsunenobu raconta par la suite qu'il ne se rappelait pas avec certitude l'aspect qu'avait la créature. C'était peut-être le démon de la porte Suzaku, donc de la porte sud du palais, qui était censé être hanté. Alors, je traduis à ma façon, de façon un peu différente de ce que l'on interprète habituellement les dernières phrases, que je vous donne telles quelles, enfin, dans mon interprétation. C'était bien le genre de tour qu'il faisait à l'époque, ce démon du Suzakumon. Si l'histoire est fantastique, on ne peut dire qu'elle soit édifiante, à moins de la considérer comme une illustration du pouvoir de l'invocation d'une divinité shinto-bouddhique comme Hachiman, que l'on va retrouver tout à l'heure, qui est aussi le dieu tutélaire, ne l'oublions pas, du clan des Minamoto auquel appartenait Tsunenobu. On s'aperçoit aussi que le moteur narratif est essentiellement littéraire, puisqu'il se déroule à l'aide de citations qui sont toutes tirées de la rubrique Toi, n'est-ce pas, le fait de frapper les vêtements, de fouler les vêtements, du Wakan no Eshu. À la récitation du poème japonais de conclusion de la rubrique, qui est de Tsurayuki, faut-il le préciser, et pas du tout de Kinto. C'est encore une fois un détournement sciemment fait par le compilateur du Senjusho. Et vraiment, Kino Tsurayuki n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas? C'est un poème connu, et le détourner ainsi est tout à fait révélateur de l'esprit parodique du compilateur. Donc, c'est un peu l'inverse du Wakan no Eshu, puisque normalement le waka arrive en conclusion d'une série de citations sino-japonaises. Ici, c'est l'inverse. Il y a d'abord un waka, et c'est le démon qui répond par la citation du kanshi, le psalmodie du poème chinois de Liu Yuanshu, qui précédait dans le Wakan no Eshu. Tout l'épisode peut donc apparaître comme une sorte de facétie qui ne fait qu'implanter davantage le livre 8 dans le sillage poétique du Wakan no Eshu, quitte à poursuivre l'opération systématique de détournement que nous avons déjà vue, en dépouillant ainsi Kino Tsurayuki au profit de Kinto. Ce mouvement de juxtaposition se poursuivra presque jusqu'à la fin du livre, dont seuls les 2 derniers épisodes retrouveront une tonalité religieuse. Il nous faut cependant revenir ici très légèrement en arrière, car si nous avions remarqué le long enchaînement des wakas tirés du Wakan no Eshu, nous avions dit aussi qu'il y avait une exception, à savoir l'épisode 22, sobrement intitulé ici « Issei ». Il est centré sur un poème qui n'est pas dans le Wakan no Eshu, bien qu'il se retrouve dans d'autres textes littéraires, mais attribué à une autre poétesse, je n'entre pas dans les détails, de la fin de Heian, et qui présente une différence assez marquante avec les autres de ce livre.
Nous allons donc lire l'épisode. Il y avait, alors il est assez long, je vous le lis lentement, je ne peux essayer de suivre sur le texte japonais. Il y avait autrefois une poétesse, donc, Utayomi no Omna. Il y avait autrefois une poétesse du nom d'Issé qui avait mené une vie misérable, ayant subi des revers à la capitale, et n'avait plus de moyens de subsistance. Uku, n'est-ce pas donc, uku veut dire vivre de façon précaire et aussi errer. Elle s'était rendue au temple d'Uzumasa, le temple d'Uzumasa, c'est-à-dire le Koryuji, où elle pratiquait en toute pureté de cœur. Alors qu'elle avait récité ce poème, voilà le poème, Namuyakushi, Aware Mitamae, Yononaka ni Ariwazurau mo Onaji Yamaizan. Hommage au maître des remèdes, qu'il me prenne en pitié, car en ce monde, souffrir d'exister est tout pareillement maladie. On se rappelle presque, vous savez, la fameuse phrase de Socrate à la fin du Phédon, où il dit « Nous devons un coq à Esculape », et la plupart des commentateurs avaient pensé que Esculape, le dieu de la médecine, un peu le Yakushibutsu, n'est-ce pas? Et donc c'était parce que par son dialogue, Socrate s'était guéri de la vie et qu'il avait, en buvant le poison, il en sortait, n'est-ce pas? C'est presque le même. Donc Adi Wazurau, être harcelé par la maladie, et Adi, la maladie de l'existence. Donc elle récite ce poème. Et la réaction, comme d'habitude, vous voyez, à chaque fois qu'il y a poème, il y a une réaction. La réaction ne se fait pas attendre. Donc nous sommes à la 5e ligne. La chapelle du Bouddha, Butsuden, Ugoki Haberikeri, s'ébranla. À l'aube de cette nuit-là, alors nous sommes au début de l'aube, puisque vous allez voir qu'il y a après le point du jour. Donc, à l'aube de cette nuit-là, elle vit en rêve un moine d'allure noble qui lui dit « Ton poème l'a ému, sous-entendu le Bouddha, jusqu'au tréfonds. Aussi arrivera-t-il quelque chose ?» Alors là, il faudrait presque traduire en espagnol ou en béarnais, n'est-ce pas? « Qui t'installera dans le monde, Aritsuku. » Tout à l'heure, nous avions vu Adi Wazurau dans le poème. Aritsuku, littéralement, coller dans l'existence, c'est-à-dire se caser, c'est-à-dire donc trouver une situation stable, qui veut parfois aussi dire se marier. Donc, aussi t'arrivera-t-il quelque chose qui t'installera dans le monde. Hâte-toi au point du jour de quitter ce lieu. Si en chemin arrive quelque chose d'inopiné, n'est-ce pas? Omowazaru koto, si en chemin t'arrive quelque chose d'inopiné, il ne faudra pas songer à le refuser. Grand Dieu, de quelle grâce je suis comblé. Bon, je traduis ce. Nous avons encore ici le mot aware, n'est-ce pas, qui est donné. Et katajikenasi, donc katajikenaki koto, veut dire quelque chose dont on a gratitude, mais aussi parce qu'on ne le mérite pas. Aware, alors, aware peut aussi exprimer la joie, n'est-ce pas? Vous savez que dans le japonais moderne, appare est en réalité qu'un allophone de aware, mais simplement on l'a spécialisé dans le rôle de l'admiration. Donc ça peut exprimer l'admiration, en tout cas l'admiration aussi bien que le regret. Alors ici, je traduis de façon un peu étournée par grand Dieu, au pluriel bien sûr. De quelle grâce suis-je comblée, se dit-elle. Et elle partit. Finissant par souffrir de la route, Kudushimu, n'est-ce pas, elle est fatiguée, elle entra dans un vieux temple, Kodo, où il n'y avait âme qui vive. Et tandis qu'elle faisait ses dévotions au Bouddha, vint à passer un cortège imposant de palanquins et de chevaux, Mikoshi. Comme, pour on ne sait quelle raison, les gens du cortège pénétraient dans le temple, Issé, qui ne savait que faire, s'enfuit vers le fond, enfin littéralement, s'enfuit vers le fond. Mais un moine qui paraissait être sauve, encore une fois,
Vous voyez encore une fois les personnages traditionnels du Senjusho. Là, nous avons un sot, hein, ce n'est pas un moine, mais nous allons voir que c'est dans un contexte tout à fait différent. Mais un moine qui paraissait être le chef de la troupe, Haruji, la rattrapa pour lui dire « Cela est bien embarrassant à dire, mais je dois vous faire part d'une instruction que j'ai eue du Bouddha, Mitsuge. » C'est vrai que c'est pas. « Il faut que vous vous rendiez visite au lieu où je demeure, » lui déclara-t-il avec empressement. Avec un empressement, insistance et en même temps amabilité. Ayant songé que refuser l'invite serait allé à l'encontre de la volonté du Bouddha, n'est-ce pas, Somuku, puisqu'il avait bien été stipulé de ne pas s'étonner de ce qu'elle allait voir. Donc, ayant songé que refuser l'invite serait allé à l'encontre de la volonté du Bouddha, elle se laissa convaincre. Celui-ci, le moine, en fut fort content. Il la fit monter dans le palanquin et ils arrivèrent tous deux à Otokoyama, c'est-à-dire le lieu à Yawata, près de Kyoto, où nous avons le sanctuaire de Hachiman, Hachiman Daibosatsu, n'est-ce pas, le Iwashimizu Hachiman, qui est un haut lieu du syncrétisme shinto-bouddhique, du Shimbutsu Kongo. Il s'agissait en fait, ce moine, du contrôleur général, du contrôleur religieux Kengyo du Hachimangu, donc un poste tout à fait éminent, un énarque de l'époque, n'est-ce pas, qui est à la fois dans le monde religieux et le monde de la cour. Il prit d'elle un soin infini, Itsuki Shizuku. Ils eurent beaucoup d'enfants, Amata Moketari, n'est-ce pas? Ils eurent beaucoup d'enfants, et elle pensait de lui qu'il était tout uniment plein d'attention à son égard. Je traduis warinashi, on voit par deux fois ce mot warinashi, que l'on peut comprendre comme synonyme, d'après le dictionnaire du Kogojiten de Saeki, de ijirashi, n'est-ce pas? Aimable, gentil, digne d'affection. C'est plutôt dans ce sens qu'il faut le prendre ici. Ce contrôleur religieux avait été séparé par la mort de l'épouse avec qui il avait vécu des années durant. Il était de belle prestance à Teyaka, et comme il aspirait à une épouse aimable, digne d'affection, il se trouva comblé en trouvant Issei. Nous avons lu l'ensemble de cet épisode pour apprécier combien il est différent, malgré ses éléments religieux, de la plupart de ceux que nous avons trouvés dans les autres livres. Il s'agit d'un conte de fées ou d'une success story, n'est-ce pas, au choix, qui est pourtant centré sur ce qui apparaît comme un poème à thème bouddhique, avec le même fort élément qui caractérise les Shakyoka, qui est l'utilisation de termes soit sanscrits, namu, n'est-ce pas, qui vient du sanskrit namas, ou sino-japonais comme yakushi. Normalement, on ne les met pas dans un waka, mais dans les Shakyoka, cela est tout à fait toléré. Donc il apparaît presque comme un Shakyoka. Et évidemment, la description de la maladie d'existence, Adiwazurau, est vraiment un thème typiquement bouddhique. Ce poème, qui devrait, dans un autre contexte, signaler la sortie de la vie mondaine et la mise en chemin du pratiquant vers la guérison de la vie, qu'est la doctrine bouddhique, mène en fait l'héroïne vers tout le contraire, le mari, la fortune, sans compter les nombreux enfants. En un mot, tout ce que le pratiquant sincère devrait fuir. Mais le comble, si l'on peut dire, c'est que cette voie vers la réussite sociale est enseignée par le Bouddha lui-même. Et j'ajoute que ce poème, donc attribué à une autre poétesse du nom de Godaishin, se trouve aussi, par exemple, dans le Heike Monogatari et dans d'autres textes du XIIIe siècle, dans un contexte beaucoup plus approprié. On voit ici vraiment qu'il s'agit d'un détournement de poème et un retournement des valeurs, qui est singulier dans le cadre, dans l'ouvrage qui est le Senjusho pris dans son ensemble, mais qu'il est bien en harmonie avec ce 8e livre, qui semble faire l'éloge de la cour et de la réussite mondaine. Et pourtant, ce 8e livre semble avoir un rôle bien précis dans l'économie du livre. Il s'agit en réalité d'une sorte d'implantation du Wakan no Ishu au cœur du Senjusho,
une greffe nouée autour de la personne de Kinto. Si l'on voit que le rôle religieux de cet auteur est ici insignifiant, le seul terrain qui nous a laissé est celui de la langue. Comme nous l'avons dit, ce livre a la particularité unique dans l'ensemble du Senjusho de comporter, en plus des poèmes japonais, 13 ou 14 poèmes de style chinois, les seuls qui figurent dans l'ouvrage. Il paraît donc logique de penser qu'ils ont ici la même fonction que celle que nous leur avions trouvée dans le Waka no Eishu. Ils servent, et de façon même fort concrète, ainsi que nous l'avons vu, d'une sorte de propédeutique, ou plutôt de propylée, et là je reprendrai l'image du Tamaboko no Michi, n'est-ce pas, la route bordée de colonnes précieuses que l'on trouve dans les waka, puisqu'ils servent donc de propédeutique à la mise en relief du rôle des waka. Ceux-ci constituent bel et bien, portés qu'ils sont par les divinités shinto-bouddhiques, la vraie expression poétique de la voix de Bouddha. Et ils apparaissent encore davantage lorsqu'ils sont mis ici en regard des poèmes de style chinois. À la lumière de ce 8e livre, donc, nous pouvons aller jusqu'à dire que le Senjusho se conçoit, dans son ensemble, n'est-ce pas, se conçoit comme la réalisation dans le domaine religieux de ce que le Wakan Roeishu avait fait dans le domaine littéraire. Je vous remercie de votre attention.